La Corse est une île, et comme bien des îles, elle est une terre de rencontres aux influences variées. On retrouve ainsi, sur ses différents rivages, des paysages semblables aux autres rives de la Méditerranée, des morceaux d'Espagne ou d'Italie, de France ou d'Afrique du Nord. Mais la Corse est aussi une montagne qui émerge des flots, avec des reliefs abrupts. Sur ses flancs rocailleux, toute une végétation particulière s'est développée au fil des âges. Une végétation arbustive, clairsemée ou très dense, adaptée au climat méditerranéen et à ses longues périodes de sécheresse. Dans cette végétation littorale que l'on appelle le maquis, se trouvent toutes sortes d'espèces emblématiques de l'île, par leur couleur ou leur parfum, par leur rareté aussi, car, comme bien des îles, la Corse a évolué dans un espace limité et confiné, où de nombreuses espèces ont suivi des trajectoires évolutives bien spécifiques. La Corse compte, ainsi, un fort taux d'endémisme, c'est-à-dire une belle proportion d'espèces rares ou uniques au patrimoine génétique singulier. Ah, là c'est sympa. Cette odeur de maquis. Ah, je m'en lasserai jamais. Ah, enfin chez nous. Ah, je sens ce maquis depuis des milles nautiques. Quand tu arrives en bateau, tu sens ce parfum de poivre, de plantes là. Ah, ça c'est bon. Le maquis au parfum poivré. Mais ça, j'avais jamais entendu. Oui, mais moi, pour dire épicé, je dis poivré, c'est comme ça. Ah bon? Enfin, je vois que madame a choisi un beau point de vue. Hein. Ah bah oui. Ah, effectivement, C'est joli, hein. c'est magnifique. Ouais. Et tu sais, j'ai lu que le maquis était une végétation dégradée quand même. Hein. Eh ben, on a écrit qu'en fait, le maquis avait remplacé le peuplement initial de forêts de chênes. Alors, c'est forcément vrai, mais c'était il y a très longtemps. Et le maquis que l'on voit aujourd'hui, eh ben, il est composé de plantes assez basses et très denses. Donc le maquis est quasiment impénétrable. Et donc les arbrisseaux qui sont là, eh ben, ils sont adaptés, eux, à la sécheresse. Ah oui, ils sont résistants à la sécheresse et aussi aux herbivores. Hein. Ouais. Parce que la plupart, c'est des espèces de gros buissons très très denses et puis bourrés d'épines. Eh oui, regarde, rien qu'à voir tes jambes, Ouais, on bah comprend que le maquis, il est assez acéré. Et oui, et en plus, le maquis, eh ben, il a remplacé aussi les pâtures et les anciennes cultures qui étaient exploitées il y a très longtemps. Et quand tu vois ce qu'on a à bord de mer jusqu'à 500 mètres d'altitude, eh ben, tu auras uniquement ce paysage. Donc le maquis est très dense, donc il empêche les arbres de pousser. Mais alors une question que je me pose, c'est que s'il pousse naturellement et qu'il empêche la forêt de se développer, comment est-ce qu'à la base il y a eu la forêt finalement? En fait, la forêt, elle a démarré à peu près à la fin de la dernière glaciation. Et ensuite, il y a eu un changement climatique, où là, il commence à faire très chaud. Et petit à petit, eh bien, le maquis va prendre le dessus. Et ensuite, quand les hommes sont arrivés, ils ont eu besoin de ce bois, et puis ils ont eu besoin de cultiver, donc ils ont rasé les forêts, c'est ça? Un petit peu, mais en fait, ce qu'il y a eu, c'est que quand il y a eu ce réchauffement climatique, il a fait très chaud, très lourd, et il y a eu beaucoup d'orages. Et ces orages, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a eu beaucoup de foudre, et donc la foudre, elle a déclenché des grands incendies. Et le feu a ravagé quasiment toutes les forêts. Et alors là, il n'y avait plus de forêt, et bien, le maquis, il a repris le dessus. Ouais. Alors d'après les archéologues, en fait, le maquis se serait mis en place avant l'arrivée des premiers hommes en Corse. Donc il y a eu réchauffement climatique il y a 15 000 ans, et l'arrivée des premiers hommes entre 11 000 et 12 000 ans. Et bien, c'est entre ces deux périodes que le maquis, il a pris son essor. Et puis bien entendu, après, c'est l'homme qui a participé, en fait, avec les cultures, le pastoralisme, aussi l'exploitation forestière, à créer ce qu'on a devant nous. À Matiagursa. À Matiagursa. En tout cas, ça donne un paysage vraiment magnifique. Hein. Ah ouais. Et ça sent bon. Oui. Eh oui, Paul, tu as bien raison. Jusqu'aux années 1970, les gens considéraient le maquis comme une végétation dégradée, le reliquat des destructions humaines.
On avait alors en tête les feux volontairement allumés par les bergers pour créer des pâtures. Et on imaginait les premiers habitants de l'île brûler de vastes zones pour leur culture. On n'avait alors que peu de considération pour cette végétation basse et arbustive. Pourtant, le maquis compose une biodiversité remarquable. Il forme un ensemble robuste, le seul véritablement capable de subsister entre ces rochers saillants, sur ce substrat acide où la terre est rare, sous ce soleil de plomb qui assèche l'air et dessèche le sol. Oui, le maquis est un ensemble harmonieux et riche, qui cache sous sa densité inextricable et ses épines redoutables bien des petits trésors de nature. Tu sais qu'ici, dans le maquis, on a retrouvé des corses de plus de 100 ans. Ça gère un peu, non? Je te l'ai dit. Le maquis recouvre près de 20% de la superficie de la Corse, depuis le rivage jusqu'à 600 mètres d'altitude, formant en réalité une petite forêt miniature, abritant une faune et une flore bien plus abondantes qu'on le penserait. Et il y en a, ils disent, les randonnées en Corse, c'est facile, les balades au bord de mer, il n'y a rien à craindre, tu vois. Et Charlie, tu vois le promontoire là-bas? On a une vue splendide sur la mer. Ouais, ça passe, t'inquiète pas, ça c'est des petits arbustes, ça passe. Et après on les retrouve 30 ans plus tard, tout estrapade et en lambeaux. Oui, bon, là, la vue est quand même assez dégagée, hein. Dégagé, il faut pas croire. Imagine là, pour aller à la pointe, combien de temps tu mets? Oh, je sais pas, une ou 2 heures. Ouais, c'est ça, 2 jours. Oh. Ah oui, et comment ils vont faire? Ils connaissent pas le chemin, ils vont demander à qui? À l'arbousier, au lentisque. Père Piacere, monsieur l'arbousier, vous pouvez me donner la direction de Pianotori par là, et dopo si Berdenogui, in piena macchia, ils sont perdus. Voilà le résultat. Ah, c'est sûr que vu sous cet angle... Eh ouais, en tout cas, celui-ci, il est beau. Hein. Ouais. Magnifique. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que l'arbousier, il va pousser au milieu des rochers. Tu te rends compte? Il est tout petit, et souvent, il va atteindre des hauteurs assez impressionnantes, voire 10 mètres de haut, t'imagines? Ouais. Et moi, ce que j'aime, c'est ses fruits. Bon, là, il n'y en a pas, mais en hiver, je me régale. C'est un peu amer, mais moi, ça me plaît. Il faut y aller doucement avec les arbouses, parce que si tu en manges trop, il va falloir que tu te trouves plein de cachettes ici, parce que l'arbouze, c'est un laxatif. Oui, mais ça, c'est si tu en abuses cru. Par contre, si tu le cuis, tu les mets dans le gâteau, dans les confitures, là, il n'y a pas de souci. Ouais, il y en a moins. Voilà. Mais quelque chose qui est délicieux, c'est le miel corse d'automne, parce qu'il est fait avec les petites fleurs, avec les petites clochettes de l'arbousier. Ben moi, le miel d'automne, je trouve ça un petit peu amer. Bah, en tout cas, c'est une des fleurs sauvages et naturelles du maquis corse, et d'ailleurs de tout le bassin méditerranéen. Eh oui. Et puis, tu connais le blason de Madrid? Ben non, c'est quoi, une grosse arbouze ou un arbousier avec plein de baies? Eh ben, c'est un arbousier et à côté un ours appuyé au tronc qui est en train de manger des arbouzes. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais en tout cas, parce que tu trouves un arbousier, ben, tu vas trouver aussi le lentisque qui est là, le pistachier lentisque. Le lentisque, ça c'est une plante médicinale qui est très réputée depuis l'Antiquité grecque. Ah oui. Et on utilisait sa sève pour soigner la dysenterie et pas mal d'infections du système digestif. Ben, c'est vrai qu'on a longtemps utilisé le pistachier lentisque. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. On utilise parfois en huiles essentielles. Moi, je sais qu'il y a des anciens qui utilisent toujours, ils coupent des branches, ils les mettent dans les poulaillers, parce qu'il y a des poux dans les poulaillers, hein, avec les poules. Ça fait fuir les poux. C'est ça. Et en tout cas, nous, comme on va rester ici dans le coin, peut-être un petit moment, je ne sais pas, mais pour rafraîchir la laine, hein, parce qu'on aura mangé, on va mâchouiller, hein, comme du chewing-gum, les pistachiers lentisques. On va manger ça. Oui. Oh, mais c'est fort. Ça rafraîchit. Paul et Karine n'ont pas fini d'aller de surprise en surprise, dans cette végétation que l'on a trop souvent qualifiée d'uniforme. Ça pique. Et attention, le maquis, ça raye les jambes. Les petites gambettes de Karine. Regarde comme elles sont jolies ces fleurs. Oh, comme elles sont belles. Ouais. On dirait des petits pompons. Les belles fleurs blanches de myrte. Le myrte, magnifique. Le ou la myrte? La myrte, c'est la liqueur. Bon, c'est bon aussi, mais le myrte, c'est la plante. Elle est jolie. Et avec les branches, on faisait des paniers.
Et les pêcheurs utilisaient aussi les branches de myrte pour confectionner des nasses pour la pêche à la langouste. Alors d'abord, il fallait les laisser tremper dans l'eau et ensuite, ils fabriquaient les nasses. Et ils utilisaient aussi les jeunes pousses pour coudre leurs filets. Oui, les aiguilles, c'est vrai. Ils devaient passer du temps à fabriquer les nasses. Par contre, aujourd'hui, c'est aussi le symbole de l'amour, puisque quand il y a des mariages, on fait souvent des arches en myrte. Et par contre, c'est symbole aussi de Jupiter et de Dionysos. Hein, ils se baladaient avec les couronnes de myrte. Et les prêtresses aussi, les mystes, hein, ceux qui étaient initiés au mystère de Dionysos, eh bien, elles possédaient et ils possédaient des couronnes de myrte. Elle est très jolie. Ça sent bon la feuille. Dans le maquis corse, il n'y a pas que Dionysos et ses prêtresses qui savent profiter des senteurs du myrte. Le parfum du maquis est peut-être la chose qui a le plus fortement marqué les visiteurs de l'île. Un parfum puissant et envoûtant que le vent porte bien loin, au-delà des plages. Oh, regarde celle-là comme elle est jolie. Ah oui. Beau jaune avec des petites taches marron dedans. Elle est mignonne. C'est très belle ces fleurs. Alors ça, c'est l'hélianthème commune. Hein. C'est la famille des cystes. On peut l'appeler aussi le cyste à fleurs jaunes. Le cyste, mais d'habitude le cyste, il a les feuilles toutes visqueuses, non? Ouais, ça colle un petit peu, mais bon, ça c'est pas la même. C'est la même famille, mais elles sont différentes, avec des belles feuilles vert clair, presque grises. On la retrouve un petit peu partout le long du littoral corse. Elle est très belle et regarde, ça fait des remparts. Hein. Quand tu rentres dans la maque, il y a des fois, tu ne peux pas passer parce qu'il y a des hélianthèmes. Alors les bergers, ils l'utilisaient, ils coupaient à la base de la racine et ils tressaient les hélianthèmes pour en faire des clôtures. On utilisait tout dans le maquis. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu sais que son nom grec veut dire « recherche le soleil ». C'est-à-dire que les fleurs, elles vont se positionner par rapport au soleil. Pas bête, elles aiment la chaleur. C'est joli. Hein. Le maquis corse possède un parfum ensorcelant, sauvage, aux arômes de miel et d'épices. Napoléon lui-même disait reconnaître l'île à son odeur, alors qu'il était encore à plusieurs lieues de ses côtes en pleine mer. Oui, cette odeur suave du maquis corse est grisante, un parfum musqué aux nuances innombrables, comme une symphonie de senteurs où se mêlent avec subtilité les exhalaisons poivrées des cystes, des lavandes, du romarin, du myrte et de tant d'autres essences délicates et pénétrantes. Ce parfum, la chaleur l'évapore et l'exalte, emplissant l'air de fines gouttelettes odorantes en suspension, que le vent ensuite balaye et diffuse bien loin au-delà du rivage, composant avec les embruns salés le plus curieux et le plus enivrant des mélanges. Oui, la Corse n'est pas qu'un tableau majestueux où toutes les nuances de vert se mêlent au ton ocre des roches, tranchant avec le bleu turquoise de la mer. Elle est aussi un inoubliable bouquet de senteurs, alimenté par tant d'effluves qu'il serait impossible de le reproduire. Il est trop joli ce petit chemin côtier. Oh, moi, ce que j'aime le plus sont toutes ces petites plantes. Regarde, on dirait un jardin carrément. Hein. Ouais, un jardin naturel avec différentes essences. Tu as un contraste avec toutes ces fleurs. Et puis en plus, tu as toutes ces senteurs là, ça me fait tourner un petit peu la tête. Oh, c'est vrai que c'est entêtant. Hein. Ouais. Et ce jardin, il fait face à la plage de la Tonard. Magnifique, hein, avec ses dunes de sable blanc. Un paysage idyllique. Très joli. Hein. Ah là là. Magnifique. Et là, regarde, ces belles petites queues de rat. Que de rats, c'était que de lapin. Ouf. Bah si, mais que de lapin. Elle est bonne cette queue de rat. Hein. Tiens, regarde, il y a un très joli romarin là. Et moi, le romarin, c'est la plante que j'adore le plus.
Déjà, elle est magnifique, elle sent super bon. Et en plus, elle m'aide beaucoup, tu vois. Comment ça, elle t'aide? Elle m'aide pour l'estomac, la digestion, tu vois. Et ça fait du bien pour les maux de tête, pour tout, en fait. Tu fais des tisanes, et tu sais qu'on s'en servait depuis longtemps, hein, depuis des millénaires qu'on l'utilise, hein, surtout en Égypte, à l'époque des pharaons, puisqu'on mettait des branches de romarin dans les sarcophages pour embaumer les momies. Mais moi, je l'utilise beaucoup en cuisine parce que c'est délicieux avec la viande. Ça me fait penser un petit peu au cumin. Ouais, ça sent bon. Hein. J'adore. Elle est belle, et regarde ces petites fleurs bleues, elles sont magnifiques. Mais tu sais que les fleurs bleues, à l'origine, étaient blanches? Ah bon? Ouais. Parce que la légende veut que le soir de la naissance de l'enfant Jésus, Marie, qui avait sa belle cape bleue, elle l'aurait déposée sur un arbrisseau. Et depuis, les fleurs sont restées bleues. Ah, c'est pas mal ça. Hein. Ah oui. Elles sont vraiment belles. Et ouais, la rose marine ou la rose de Marie. Il y a toujours toute une symbolique sur les plantes. Hein. Eh oui. Comme toutes les plantes prisées par l'homme, le romarin possède ses innombrables légendes. Certaines semblent féeriques, d'autres renvoient à des coutumes anciennes, comme le port de couronne de romarin lors des mariages et des fêtes antiques, ou encore le fait de brûler des rameaux de romarin pour purifier les demeures, notamment lorsque la maladie y avait sévi. Toutes ces légendes et ces traditions rendent en réalité hommage aux prouesses de Dame Nature, remerciant les dieux d'avoir placé sur Terre tant de remèdes pour aider les hommes et les soulager de leurs maux. Comme ça sent bon ici. Oh. Ça, c'est un endroit vraiment merveilleux. Hein. Ouais, c'est magique là. Oh là là. Regarde ça. On est carrément au milieu d'un champ d'immortels. Ah ouais. Au milieu de toutes ces petites fleurs jaunes, c'est magnifique. Hein. Puis ça sent bon. Ouais. Puis là, ils commencent à sortir et vont rester quelques temps en fleurs. Hein. Elles sont belles, hein, regarde. Et regarde-moi ça, les détails. Tu vois, la fleur, elle est composée de plusieurs boutons. Elle est belle, hein. Plein de petits pompons. Ouais, les pompons jaunes. Magnifique. Et tu sais que c'est une des fleurs les plus représentatives de la flore corse. C'est un véritable symbole. Hein. Ouais. Et elle a vraiment un parfum exceptionnel en plus. T'imagines, comme ça sent bon et fort. Ouais. Et ouais, on l'appelle les petites fleurs du soleil. C'est mignon, hein. Ça lui va bien. Ouais. Et on s'en sert aussi comme répulsif dans les caves à fromage. Hein, le parfum, il est hyper puissant. Et quand tu le sens, des fois, tu le frottes, tu le mets là sur le nez, ben, tu as les yeux qui piquent. Et en même temps, ça fait fuir les insectes et les mouches qui vont se coller sur le fromage. C'est vrai. Mais c'est surtout qu'elle a des propriétés vraiment géniales pour la peau. Et d'ailleurs, on l'utilise depuis la nuit des temps pour cicatriser les plaies. Et aujourd'hui, on la récolte, on la distille pour fabriquer de l'huile essentielle qui est vraiment très, très recherchée en cosmétologie parce que ça permet à la peau de rester jeune. Ben oui. Tu écrases un petit peu comme ça. Et... Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Mais oui, dans la nature, ça marche comme ça. Comme le romarin, l'immortelle possède elle aussi ses légendes et ses usages anciens. Si aujourd'hui elle est une des reines incontestées de la cosmétique, son premier usage semble lié au culte des morts. Peut-être en raison de son puissant parfum. On raconte que César déposa un bouquet d'immortelles devant le tombeau d'Alexandre le Grand pour lui rendre hommage. Mais Homère nous conte aussi la rencontre entre Ulysse et une femme à la beauté stupéfiante, dont le secret de beauté était l'emploi d'une huile d'immortelle. Preuve que les vertus de la plante étaient déjà connues il y a près de 4000 ans. Preuve aussi, pour nos randonneurs, que le maquis corse, touffu et inextricable, renferme en dépit de sa mauvaise réputation d'incroyables trésors de vertu. Une multitude de senteurs et d'applications insoupçonnées qui en font en réalité un petit jardin délicat, secret et mystérieux.
là, dans les rochers, il y a un tas de végétaux qui vont trouver la moindre faille, le moindre interstice, tu vois, dans la roche, pour grandir et s'installer. C'est quand même impressionnant qu'il y ait de la vie dans ces rochers. Hein. Ah oui, regarde, il y en a partout. Il y a aussi des espèces invasives, regarde. Eh ouais, regarde, les griffes de sorcière. Ceux-là, il faut les arracher pour pas qu'elles envahissent les plantes lustrales. Voilà. Voilà. Regarde tout ce qu'il y a là. Comme elles sont belles. Oh, qu'est-ce que c'est que Attention, cette petite fleur? Alors ça, c'est l'érodium de Corse. Elles sont toutes petites, mais elles sont jolies. Hein. Ça fait comme un tapis. Eh oui, regarde. Regarde où elle est allée se mettre. Elle s'est installée dans une petite faille. Et elle a de très jolies fleurs, hein, Ouais. blanches avec des veines rosées. Et en plus, les feuilles, regarde comme elles sont jolies aussi. Elles sont crénelées, toutes vertes, et elles sont recouvertes de petits poils gris hein, qui leur permettent de se protéger des embruns, du vent et aussi de la sécheresse. Alors c'est une endémique de Corse, hein. On l'appelle érodium de Corse, c'est la même famille que les géraniums. Regarde comme c'est rigolo, on dirait un petit oiseau. Eh ben, alors ça, c'est le fruit. Et en fait, la plante, on l'appelle érodium et aussi bec de grue. Ah, bah voilà. Voilà, ça fait comme un bec d'échassier. Ouais. Alors en Corse, elles sont beaucoup plus petites qu'ailleurs parce qu'on retrouve aussi des érodiums un petit peu partout en Méditerranée. Et elles sont des grands becs de grue. Elles sont très jolies. Hein. Ah, magnifique. C'est comme une moumoute. Ouais. Doucement, hein. Faut pas les abîmer. Hein. Ah non, celle-là, non. Par contre, celle-ci, que tu la cacciara, Doucement, Paul, c'est des plantes quand même. elle est des plantes, mais des plantes qui nous embêtent la vie et la vie des autres espèces locales. Laissons donc Paul faire son grand nettoyage et lutter contre cette espèce invasive importée d'Afrique du Sud au début du XXe siècle. Les Carpobrotus, ou griffes de sorcière, étalent en effet leurs longs tentacules sur tout le littoral de l'île, rampant inexorablement sur les rochers, étouffant les autres plantes et injectant même dans le sol des toxines afin d'éliminer toute concurrence végétale. Elles sont un poison pour le littoral méditerranéen, d'autant qu'elles ne connaissent pas de prédateurs, si loin de leur région d'origine. Comme tous les biosystèmes, le littoral corse se trouve en état d'équilibre précaire, fragilisé par les changements inhérents aux activités humaines. Si la Corse est relativement préservée, il incombe à chacun d'entretenir et de protéger cette nature merveilleuse, afin que l'île conserve sa richesse naturelle. Oh, mais c'est vraiment tout doux tout ça. Eh oui, c'est hyper doux. Et regarde, la plante, elle est pourvue de petits duvets, une sorte de poils là sur les feuilles. Elle va se protéger du vent, des embruns et aussi de la sécheresse. C'est magnifique. Hein. Puis la couleur, le gris argenté là. Et cette plante, on l'appelle l'Achillée maritime ou alors la diotis. Bon, elle ressemble beaucoup à l'immortelle, je trouve. Hein. Ah oui, on pourrait la confondre, mais celle-ci, elle est plus massive. Regarde, les fleurs, c'est à peu près les mêmes. Elles sont belles. Hein. Mhm. Et alors là, tu as le tube central qui va se prolonger à la base par deux appendices, d'où le nom grec diotis, diotos. Qui veut Deux dire- oreilles. Voilà. Elle est magnifique. Et puis elle va planter ses racines dans le sable et elle va permettre à la dune de se fixer. Et là, ça fait toute une sorte de forêt. C'est très joli. Et là, tu en as d'autres. Regarde. Ah, mais Celle-ci. celui-là, il pique. Hein. Eh ben, avec les piquants, eh ben, celle-ci, elle va se protéger aussi de la même façon. Alors elle s'appelle, elle, le panico, le chardon bleu du littoral. Qui a de très jolies couleurs aussi, du gris clair, bleu, vert, jusqu'au mauve. C'est vraiment beau. C'est très joli. J'adore ces plantes. Oh, ça fait un bel ensemble, c'est vrai. Bon, on y va? Où on va aller? Au bord de l'eau. Non, non, non. Là, on va scruter. On va attendre que les plantes poussent. Attendre que les plantes poussent. Attention les amis, car cette nature idyllique cache aussi ses propres dangers. La malmignate, une veuve noire redoutable qui promène ses points rouges en guise d'avertissement. Dans une île qui ne compte aucun serpent vénéneux, la malmignate est le principal danger du maquis, car son poison est puissant et peut s'avérer dangereux pour les jeunes enfants ou les personnes âgées. Fort heureusement,
sa rencontre est plutôt rare, d'autant qu'elle aime à se tapir sous les pierres et au plus profond des buissons. La Malmignate fait partie de cette riche biodiversité, souvent invisible aux promeneurs et qui peuple en secret le maquis corse. Cette petite forêt miniature aux essences très diversifiées. Il y a sur ce littoral insulaire de multiples environnements, sablonneux ou rocailleux, clairsemés ou ombragés, secs ou humides, qui composent en réalité une véritable mosaïque de milieux et qui font que le maquis n'est pas un ensemble homogène, mais une multitude d'associations hétéroclites, avec chacune sa propre composition, sa propre identité. Loin d'être monotone, le rivage de la Corse offre une diversité incroyable, que seule son histoire géologique peut expliquer. Tout débuta en réalité il y a des millions d'années, lorsque les dieux arrachèrent un morceau de montagne entre les Alpes et les Pyrénées pour le placer au centre de la Méditerranée, créant ainsi 2 îles, la Corse et la Sardaigne, comme des terres d'escale au milieu de cette immensité liquide, un vaste pont entre des rives éloignées. Cette genèse insulaire n'en fut pas moins tumultueuse, s'accompagnant d'affrontements tectoniques prodigieux. Et tandis que certains massifs étaient propulsés au-dessus des flots, d'autres basculaient vers les profondeurs de la mer, dans d'indescriptibles bouillonnements. Puis, lorsque les éléments s'apaisèrent, les dieux modelèrent les rochers mis à nu, avec les vents et les embruns, leur imprimant ces formes et ces rythmes frénétiques qui semblent leur donner vie. La Corse naquit ainsi, dans un tumulte incroyable de massifs découpés, de petites falaises, de vagues de rochers éclatés et roulés qui s'étalent depuis la mer jusque dans l'arrière-pays, formant des lignes de crêtes chaotiques, de puissantes barrières qui enclavent les vallées et façonnent des territoires confinés aux identités marquées. Quel panorama! C'est quand même exceptionnel. Ah, tu m'étonnes, là je confirme. Et puis en plus, il y a une vue qui surplombe la baie de Paragan. Un peu plus loin, tu as l'îlot du Fage et Bonivage. Ouais. C'était magnifique, et belle. Hein. Puis en face, la Sardaigne. Regarde la lumière que l'on a aujourd'hui. Elle a l'air tout près. Hein? Ah ouais, elle n'est pas loin. Hein. Et tu sais qu'ici, où nous sommes, selon la légende, eh ben, ce lieu de prière et de recueillement hein, qui est propice à la vie monastique, eh ben, il a été occupé très tôt, dès le 5e siècle, par les anachorètes. Les anachos? Les anachorètes, hein, c'est le nom qu'on donnait aux ermites hein, dans les premiers temps du christianisme. C'était des moines anachorètes qui se sont retirés dans le désert égyptien pour approfondir par rapport à la solitude et le recueillement leur vie spirituelle. Oh. Et puis le mot anachorète, il est composé de 2 mots, enfin, du grec ana qui veut dire à l'écart et korein qui veut dire se retirer. Et après, ensuite, on les a appelés les ermites. Les ermites, ça vient du grec eremos, qui veut dire désert. Eh oui, c'est ça. Alors, ce lieu, il a longtemps été occupé. Puis regarde, tu le vois bien, il y a des chaos rocheux, des grottes. Puis il y avait les religieux qui vivaient ici. Dans les grottes? Eh oui, c'est ça. Et après, on a construit un ermitage. Hein, ce sont les bénédictins qui sont venus les premiers, ensuite les franciscains, pour finir par les capucins. Voilà. Il y avait tous les ordres ici, successivement dans le temps. Dans un bien joli endroit. Et aujourd'hui, l'ermitage, c'est la limite entre la Corse granitique où nous sommes et le plateau calcaire de Bonifacio. Et puis toute cette match qui est autour de nous. Hein. Qu'est-ce que c'est sauvage! Ah ouais, regarde-moi ça, cette verdure. À l'extrémité sud de l'île, les dieux confectionnèrent un plateau, prodigieusement fertile, comme un vaste jardin pour que les hommes puissent s'y établir. Les communautés choisirent alors de s'implanter sur une pointe effilée qui s'avançait sur la mer. Un morceau de falaise à la beauté éclatante, qui offrait un point de défense remarquable, bordé d'une magnifique rade naturelle qui pouvait servir de port.
Il y a 1000 ans, ce lieu devint la première ville de l'île, Bonifacio, une cité marchande prospère, joyau de la République de Gênes. Positionnée en face de la Sardaigne, à l'entrée d'un détroit capital pour la navigation vers l'Espagne, la ville jouait un rôle clé dans le commerce maritime entre l'Aragon et les cités de la péninsule italienne. Elle rayonnait alors sur la mer et sur les terres de Corse, gérant un domaine étendu à tout le sud de l'île, jusqu'aux cités de Sartène et de Porto Vecchio. Si la cité a perdu depuis son rôle stratégique en Méditerranée, elle offre toujours un panorama merveilleux sur la mer et le détroit de Bonifacio, mais aussi sur un paysage terrestre incroyable, totalement unique en Corse. Ce petit plateau au substrat de calcaire, suspendu au-dessus de la mer entre des massifs granitiques, est un monde à part. Une enclave aux trajectoires évolutives singulières et qui abrite en conséquence de nombreuses espèces endémiques, rares et uniques, inféodées à ce biotope si particulier. J'aime bien ce petit chemin avec les ganivelles. Ah ouais, elle est jolie. Et en plus, là, tu as une mosaïque de végétation avec le genévrier de Phénicie et ces beaux fruits là qu'on rencontre un petit peu partout sur le bord de mer. C'est vrai qu'on en a vu partout, à Rocapine, à Santa Giulia, à Rondinard. Ah ouais. Ouais. Il est partout présent. Et là, regardez, il se fait engloutir par la salse pareille et l'herbe à schtroumpf. Il va le dévorer. Et ouais, parce que là, tu as les lianes assez puissantes avec les piquants. Donc, dans quelques temps, le genévrier. Et là, voilà, une autre plante qui est utilisée en médecine traditionnelle depuis très longtemps, l'armoise arborescente. Elle est belle, hein? Une jolie couleur, hein? Oui, et puis les feuilles sont très découpées, dentelées et d'un gris argenté. Et quand il y a le soleil qui tape dessus, ça brille. Et puis cette plante, eh ben, en fait, c'est la cousine de l'absinthe. Ah, on peut la distiller? Tu peux en faire des alcools très très forts d'ailleurs, mais elle est surtout utilisée en fait en huile essentielle contre certaines dermatoses. Et puis aussi, on fait des infusions. On la mélange dans le thé, et d'ailleurs au Maghreb on fait ça. Le thé à la menthe, c'est de la menthe et aussi de l'armoise. Wow. En tout cas, elle a un parfum très fort, hein, très entêtant. Hein. Mais moi, je pensais que le thé à la menthe n'était composé que de thé et de menthe. Eh bien non, en fait ça s'appelle la shiba, parce qu'à l'hiver la menthe il n'y en a pas trop. Donc on prend de l'armoise et on la mélange avec un petit peu de menthe. Puis c'est vrai que c'est assez un goût très très prononcé. Ouais. J'aime bien ce parfum. Oh, regarde d'ici, on plonge carrément le long de ces falaises. Ouh. Là il y a de la hauteur. Hein. Ah ouais, là on se rend bien compte de l'immensité de l'endroit. Hein. Et puis on a une belle perspective là sur les falaises. Regarde un peu ça, les détails de cette roche blanche. Oh. Et tu sais que là, on est dans un monde à part quand même. Hein. Puisqu'ici, le filon calcaire, il s'est formé il y a des millions d'années. Hein, avec un mouvement de tectonique des plaques qui a soulevé, pof, le plateau bonifacien. Et là, regarde, chaque rocher, chaque bout de falaise est occupé par de la végétation. Par la végétation. Il y a une variété de plantes assez impressionnantes. Hein. Elles poussent partout sur le moindre caillou, regarde. Moi ça, à Boudin, ça dit... Et c'est des plantes qui sont endémiques à la Corse et même carrément à la région bonifacienne. Oui, parce que tu retrouves des plantes comme l'armoise ici sur Bonifacio et tu les trouves pas ailleurs. Ah ouais, c'est magnifique. Puis c'est aussi l'œuvre des dieux quand même, hein, parce que tu crois que ces lieux magiques ont été faits comme ça par hasard. Hein. Ah, ça, et là en face, là en dessous, au Dide, le grain de sable, ça ce sont les lestrigons qui l'ont balancé sur Ulysse quand il est passé ici dans le détroit de Bonifacio. C'est puissant. Les dieux, Boudin, ça. Ils sont toujours là, ils veillent sur nous. C'est magnifique. Hein. En effet, Paul, il y a près de 4000 ans, Homère racontait le périple d'Ulysse, le long de ses côtes, près de ce port naturel découpé entre les falaises blanches qui étaient,
nous dit-il, bien connu des marins. Il relate alors un terrible épisode où des géants monstrueux fracassent la flotte du héros grec en projetant sur elle d'énormes blocs depuis le haut de ces falaises. La métaphore est poétique, mais elle témoigne de la dangerosité de ce détroit de Bonifacio, de ses côtes déchiquetées, de ces rochers qui affleurent et que les brusques colères de la mer peuvent aisément dissimuler. Ce que ne raconte pas Homère, en revanche, c'est qu'au-delà des falaises s'étend un paysage fertile incroyable, qui fut exploité depuis toujours, depuis les premières occupations humaines et jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ces falaises abruptes, qui s'élèvent aujourd'hui bien au-dessus des flots, telle une muraille, sont en réalité un morceau du fond des mers, constitué il y a des centaines de milliers d'années par les dépôts successifs de sédiments marins. Par le jeu de la tectonique des plaques, le socle granitique a plongé à cet endroit, laissant le plancher océanique le recouvrir. Tout le substrat du plateau de Bonifacio est alors calcaire, formé de dépôts argileux et de détritus organiques, de débris de coquillages et de squelettes de microalgues et d'animaux marins. C'est un espace unique, dans une île essentiellement granitique. La végétation qui s'y trouve est en conséquence particulière. J'adore ce lieu. Hein. Ouais, c'est joli. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Hein. Regarde toutes ces plantes là. Et ce qui me fascine le plus, c'est celle-ci. Regarde comme elle est belle, avec ses fleurs jaunes. Ah, l'astérolide maritime. L'astéroïde. Ouais, elle est belle, hein. Ah ouais. C'est marrant, elle a plein de tiges et à chaque tige, il y a une petite fleur. Et puis elle a des feuilles toutes poilues. Oui, comme toutes les autres plantes qui vivent ici sur les falaises, parce qu'elles se protègent avec leurs poils. Ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'elles vont trouver la moindre faille sur le calcaire pour se planter, tac, et après pousser. T'imagines la puissance de ces toutes petites fleurs. Ah, elles sont bien courageuses de pousser là. Hein. Ah ouais, en plus, il y a un beau contraste avec la verdure des feuilles, la fleur jaune et puis le calcaire blanc. C'est magnifique. Et puis le calcaire, ça tape là. Hein. Il faut que je regarde. Hein. Ouais, ça fait mal aux yeux. Ouais. Tac. Sur ce plateau calcaire très aride et souvent balayé par des vents violents, la végétation du maquis corse est plutôt basse, moins arbustive qu'ailleurs, laissant davantage place à des taillis denses, d'où émergent de longues hampes fleuries que le vent agite, disséminant ainsi les pollens et les graines sur de longues distances. Il y a toujours du vent et de l'air à Bonifacio. Hein. Et toutes ces senteurs aromatiques. Oh, regarde, tu as une coccinelle sur ton bras. Oh, comme elle est belle. Bellouche, hein. Oh, regarde, ces petites potes. Ouais, magnifique. Hein. Un rouge orangé avec ses petits points noirs. Elle a 7 points caractéristiques des coccinelles. Oh, elle est figée. Et là, c'est le vent. Le vent, il la rend un peu folle et bouge plus. Elle reste sur ta main. Ouais, t'imagines, tu as un porte-bonheur hein, sur ton bras. La bête à bon Dieu. Ouais, Tu sais pourquoi on l'appelle la bête à bon Dieu? Non. On est au Xe siècle. C'est vieux, ça. Bah oui, un homme est condamné à la peine capitale. Alors qu'il est allongé sur le billot, le bourreau au-dessus de lui, une coccinelle vient se poser sur son cou. Là, le bourreau, qui avait du cœur, hein, il enlève la petite coccinelle. Et à chaque fois qu'il allait abaisser la lame dans sa direction, la coccinelle revenait. Et dans l'assistance, il y avait le roi Robert II le Pieux qui a vu ça. Et il a vu comme un geste de Dieu, en fait. La volonté divine a voulu que la coccinelle se posât et du coup, il a gracié le prisonnier. Bon, un bourreau gentil, le roi qui gracie. Ça, c'est la classe. Hein. Grâce à elle. Ouais, grâce à elle. Et tu sais que cet insecte, la coccinelle, elle peut se nourrir de pucerons. Elle peut en manger des quantités, je crois 150 par jour. Oh, t'imagines un petit peu. Ah bah, Relâche-la, rends-lui la liberté. Elle est bien dans la nature. Et voilà. bon, elle en veut pas. Ouais, ben elle était. Tiens. On aurait dû la mettre sur la carotte sauvage. Regarde comme elle est belle. Magnifique, gars. Regarde avec
cette ombelle, la carotte, c'est de la famille des ombellifères. Et on la reconnaît grâce à ces ombellules. Il y en a une vingtaine, une trentaine en dessous. Ça fait comme un parasol. Alors, elle est difficile à reconnaître lorsqu'on veut la consommer. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme la racine et c'est dès la première année. Et durant la première année, elle n'a pas sa fleur. Donc, il faut la reconnaître par rapport à d'autres plantes qui pourraient être dangereuses, comme la ciguë. Alors, attends, tiens, on va prendre celle-ci. Voilà, normalement, quand tu tires, tu as la racine. Ah bah oui, on dirait une carotte. Ah ouais, c'est une carotte. Hein. Et tu sens. Et là, tu as vraiment l'odeur de la carotte. Ah ouais. Voilà. Elle n'est pas orange, hein, bien sûr, mais elle est plus parfumée que la carotte, on va dire, domestique hein, ou cultivée. Et alors, bon, tu la reconnais par son odeur et aussi l'odeur de racine et aussi l'odeur de feuilles. Parce que quand tu prends les feuilles, tu les froisses un petit peu et tu sens, et tu peux le faire, hein, ça sent, hein, regarde. Ah bah oui, ça sent la carotte. Ah ouais, ça sent bien. Hein. Voilà. Et tu la reconnais comme ça. Donc tu ne peux pas te tromper. Et après aussi, tu peux la reconnaître lorsqu'elle n'a pas les fleurs. Là, tu as des fruits, tu vois, avec des poils dentelés, hein, des petits poils qui sont même accrocheurs. Donc ça fait partie de la reconnaissance de la carotte sauvage. Et alors, sur la tige aussi, tu as des poils rugueux. Ça pique même. Et tu sais qu'il y a un proverbe, l'ombellifère à tige divisée et à feuilles velues est bonne pour mon menu. Ah oui, celle-là, elle va être bonne pour mon menu parce qu'elle sent bon et en plus, elle est bonne. On va la râper. Et regarde, à côté, tu as d'autres fleurs comme le cyste des crêtes. Elle est jolie celui-ci, regarde, 5 pétales roses. C'est beau, hein? Ouais. Alors là, tu en as partout sur le plateau et comme tu le vois, le buisson, il est très bas. Pourquoi? Parce qu'il y a du vent, donc Pour résister au vent. la plante s'adapte. Donc le cyste des crêtes fait partie des composantes principales de la végétation du maquis corse avec le cyste de Montpellier et aussi le cyste à feuilles de sauge qu'on va retrouver sur le bord de mer jusqu'à 500 mètres d'altitude. Et ces feuilles sont un petit peu visqueuses. Hein? Un petit peu, bon, là c'est un peu sec, mais en tout cas la fleur est très jolie. Ouais, nous on va laisser tranquille le cyste et on va garder la carotte sauvage hein, parce qu'elle est bien meilleure. Hein. Mais que cette carotte sauvage ne nous induise pas en erreur. Le plateau bonifacien n'est pas un jardin primitif. Il est au contraire un lieu déserté, jadis entièrement cultivé. Il y avait ici autrefois, au temps des Génois, des centaines de familles corses qui cultivaient la terre et alimentaient la cité de Bonifacio en produits agricoles divers et variés. Ah bravo! L'abandon de l'agriculture, depuis qu'il n'y a plus les bergers, les éleveurs et les agriculteurs, la match elle prend une ampleur, là, regarde ça, où tu vas aller là. Quelle idée de passer par là aussi. J'ai les jambes toutes estirpées, ça passe même pas là-dedans, regarde. Tu vas aller. Aïe. Et là, regarde, le calicotum, ça fait une barrière végétale, tu ne peux pas passer. Velu, calicotum velu, c'est tout doux. Tout doux, tu as vu la taille de ces piquants? Ah, oh, Oh Dieu, mais c'est énorme. Oh, ça pique. Ça va pas ou quoi? Ah, le sang, regarde. Oh mon Dieu. On est à Dunadette. Et regarde, l'unique représentant du passé agricole, c'est lui, le Barracoon. Je peux plus. Allez, viens. Au Barracoon, oui. Ah, joli Boris. Ah, il est magnifique, hein, tout en calcaire, des pierres bien appareillées. Regarde, ça fait comme un cercle de pierres. Il est magnifique. Trop beau. Et le Barracoon, il est là depuis des siècles, t'imagines? Il vivait ici autrefois avec les autres payas, les autres Barracoons et les hommes, les Corses qui n'avaient pas le droit de vivre dans la cité de Bonifacio. Eh bien, ils étaient là, ils vivaient ici. Et le Barracoon, c'était leur lieu d'habitation. Donc les Corses cultivaient le plateau, donc il y avait du maraîchage, de l'élevage, des productions de céréales, il y avait un petit peu de tout. Et ils vivaient des produits issus de la terre. Et plus tard, au 19e et 20e siècle, eh ben, l'agriculture a perduré, mais les païades, ils ont changé un peu d'usage. C'était plutôt des abris de jardin que des lieux d'habitation. Mais ça ressemble beaucoup à ceux qu'on voit en Sardaigne, tu sais, les nourags. Ben, ça ressemble, en fait, et les archéologues, eux, attestent que en fait,
les nourags, on va dire les tours, hein, ben, c'est un peu les ancêtres des barracunes. Et on retrouve aussi des barracunes en Sardaigne. Ouais, c'est un peu la même architecture. Et là, tu vois le dôme, là, regarde, un dôme rudimentaire qui est fait en encorbellement. Il est magnifique, Stoubayag. Et nous, on va rentrer dans le ventre du barracoune. Et regarde, il est envahi par la tire. Bientôt, il n'y a plus rien, on ne voit plus rien dans cette match. Il doit y avoir plein de bestioles là-dedans. Oh là là. Aïe, aïe. Ah, mais c'est joli. Quoi? Ici, c'est un lieu de mémoire. Alors, quand on rentre à l'intérieur, eh bien, on respecte ce patrimoine du passé. Ah ouais. Mais de là, on voit bien le système d'encorbellement comme ça. Je disais qu'on voit bien le système d'encorbellement. Tu as toutes les pierres qui se chevauchent comme ça les unes sur les autres, qui dépassent de moitié dans le vide. C'est vraiment bien fait. Hein. Ah ouais, et puis celui-là, il est très bien réalisé. Les détails, magnifique. Moi, je maîtrise la technique d'encorbellement. Ouais. J'ai appris il y a très longtemps. Ah, c'est bien ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, on reste comme les anciens, à l'abri du soleil, à l'ombre. Fait mon Asie, c'est à lui. Hein, on est bien. Et puis, on pense, on médite à tous ces barracognes. Certains effondrés, envahis par le maquis. Oh, ça va. Cosy, hein. Ces petites maisonnettes aux toits pointus, que l'on peut également voir en Sardaigne ou en Provence, ne se rencontrent en Corse que sur le plateau de Bonifacio, où elles rajoutent une touche d'originalité dans le paysage. Ce microcosme étrange ne s'étale que sur quelques kilomètres carrés. Et déjà l'on retrouve les massifs granitiques de la montagne insulaire, ses crêtes chaotiques et ses vagues de rochers roulés qui cloisonnent l'espace en une multitude de mondes diversifiés. En remontant vers le nord, les falaises s'effacent pour laisser naître parmi les plus belles plages de l'île de petites anses découpées, bordées de sable fin, coincées entre une large bande de maquis denses et une eau bleue limpide aux reflets turquoise. Un nouvel espace sauvage et indompté, aux accents paradisiaques. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Et un peu quand même, non? Un peu. Bon, ça va, c'est un jeu. Hein. Et comment un jeu? Sérieux. Moi, c'est pour connaître l'amour. Faut connaître l'amour. Je disais que c'est un jeu très ancien qu'on jouait déjà à la Cour des Rois. À la Cour des Rois. Et d'ailleurs, il a été représenté dans un ballet donné à Paris en 1841 qui s'appelait Gisèle et les Willis. Les Willis, c'est vrai, c'est quoi, Vikings ça? Les Willis, ce sont des spectres de jeunes fiancées défuntes qui poursuivent leurs fiancés pour les précipiter dans la mort. Bah, pas les Willis. Et puis dans l'histoire, c'est Gisèle, une jeune femme, une jeune paysanne d'ailleurs, un peu naïve, qui tombe éperdument amoureuse d'un noble qui vient juste de se marier avec une princesse. Et bien, de chagrin, elle meurt. Alors à ce moment-là, la reine des Willis décide de condamner ce noble à mort, à danser jusqu'à épuisement. Bah oui. Et là, l'esprit de Gisèle intervient et commence à danser avec lui et le sauve. Tu te rends compte? Elle est pas mal, hein, Gisèle, la puissance. Hein. Mais en attendant, regarde, avec ça, tu vas peut-être m'aimer un peu, hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Je la mange. Oh, mais ça se mange pas. Bien sûr, les pâquerettes maritimes, c'est excellent. Les pâquerettes, on les mange, hein, parce que les feuilles sont très bonnes, et le fruit aussi. En plus, ça décore bien les salades. C'est Oui. magnifique, une salade avec des pâquerettes. Hein. Allez. Quoi? Ah, vas-y. Ah, je t'aime. recommence. Ah. Allez, comment? Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. À la folie. Pas du tout. À la folie. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Hein. Un peu. Beaucoup.
Passionnément, à la folie. Bon, Ça veut pas, hein? Pas du tout. Encore? Ah. Un peu, beaucoup, passionnément, la folie. à la folie. Pas du tout. Un peu, beaucoup. Passionnément, à la folie. Ah, c'est vrai que ces senteurs du maquis sont enivrantes. On resterait bien des heures à se prélasser ainsi au soleil, à compter fleurettes. Je crois, les amis, que je vais moi aussi m'abandonner sur cette plage pour quelques heures de repos bien méritées. Après tout, j'y ai bien droit. Nous avons vu tant de spectacles différents, franchi tant de paysages, tant de tableaux, que malgré la distance assez réduite, il est vrai, j'ai l'impression d'avoir traversé d'innombrables contrées et voyagé des jours durant. Tant de diversité sur si peu d'espace, c'est probablement le principal trait du rivage insulaire. Une succession de mondes à part, juxtaposés les uns aux autres, mais qui semblent fonctionner indépendamment, chacun soumis à ses propres conditions géographiques. Une topographie, une géologie, un climat spécifique. Oui, la Corse est riche de cette diversité incroyable, belle de ses contrastes permanents, de ses humeurs changeantes, au gré de ses rochers, de ses criques, de ses landes de maquis. Si la Corse est une île, elle est avant tout une montagne dans la mer, qui émerge très haut au-dessus des flots, comptant plus de 100 sommets au-dessus de 2000 mètres d'altitude. L'île est ainsi parcourue du nord au sud par une large crête dorsale au pic acéré, un peu à la manière des épines dorsales des grands dinosaures des temps anciens. On y trouve alors quelques falaises abruptes et amas chaotiques, des parois saillantes et des éboulis dantesques, formant plis et replis comme un gigantesque océan déchaîné, une succession de déferlantes et de vagues décousues. Pourtant, au milieu de cette tempête de sommets, le paysage devient plus rond, plus doux, moins aride. Là, soudain, entre les crêtes se dessine un plateau surprenant, au contour d'abord un peu flou, comme si la montagne hésitait encore à s'attendrir, à apaiser ses virulences et sa fougue. Ci et là, des gerbes de pierre jaillissent encore en cascade, comme des étendards pointés vers les cieux, mais elles ne suffisent plus à masquer l'incroyable paysage qui se dévoile. Un jardin paradisiaque, comme un espace de délices, comme une clairière de générosité. Le plateau du Cushion est un lieu unique en Corse, un havre de paix et de verdure au milieu de la montagne insulaire. Il naquit il y a seulement 15 000 ans, lorsque la dernière glaciation prit fin et que la montagne insulaire se retrouva libérée des glaces. En lieu et place d'un gigantesque glacier dont le poids avait creusé une large cuvette, le plateau du Cushion se réveilla, comme sorti d'une longue torpeur hivernale. Ah, nous voilà enfin arrivés aux Galapagos. Il manque plus que les gros varans, tu sais, avec les grandes langues fourchues oui. sur les rochers là. Les gros lézards. Oui, Pourquoi tu parles de Galapagos? ben, c'est simple, les Galapagos sont des îles uniques au monde, et ben, le Cushion elle est aussi. Et en fait, les naturalistes et surtout les botanistes, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventorié tout ce territoire. Et ils ont trouvé des choses exceptionnelles, des fleurs et des plantes uniques, hein, puisque là, il y a un endémisme particulier. Et donc, ce qui fait de cet espace un endroit de rêve pour les plantes. Regarde, déjà, là, rien qu'ici, tu as une mosaïque de plantes. Hein. C'est vraiment beau. Des fleurs mauves, des petits buissons. Et c'est des plantes qui vivent que sur le plateau. Eh oui. Wow. Ah, c'est exceptionnel. Hein. Alors, regarde, magnifique là. Hein. Et en plus, on dirait une prairie directement posée sur l'eau. Et c'est tout mou. Ouais, Tu vois comme un tremblant. Ah.
c'est exceptionnel. Hein. Ah là là. Mais dis, s'il y avait un peu plus d'humidité, ça serait tout spongieux, c'est tout mou. Ah ouais. Hein? Tu sais ce qu'on devrait faire quand on arrive ici? Quoi? C'est enlever les chaussures et poser les petits pieds sur la pelouse de montagne. Voilà, et comme ça tu es connecté directement avec la potine. Et là voilà. tu prends l'énergie. On devrait le faire même sur les rochers. Bon, c'est un peu plus difficile, d'accord, mais parce que là, regarde, c'est tout doux. Hein. Ouais, ça doit être agréable. Hein. Ah ouais. Ah, moi ça, et puis comme c'est vert. Ah ouais, c'est super beau. Ça c'est grâce un petit peu à la neige, parce que chaque hiver ici sur le plateau du Couchon, il y a quand même de la neige un petit peu partout. Après au printemps, elle va fondre et ça va alimenter ces petits ruisseaux, ces cours d'eau. Très joli. Hein. Et bien entendu, ça va être intéressant pour les animaux, parce que c'est une manne nourricière, hein, toute cette pelouse verte, appétante pour les moutons, les brebis, les chèvres qui sont sur le plateau, et les chevaux aussi. Et puis là, tu es vraiment dans un milieu humide exceptionnel. Tu es dans une sorte de tourbière gigantesque. Et puis la tourbière, elle va se former quand les végétaux vont mourir, tu vois. Ils vont s'accumuler, donc ça va faire une sorte de litière et tu vas avoir plusieurs strates successives. C'est pour ça que des fois tu as de la hauteur et quand tu tapes, ça tremble. Ouais, et après tu vas avoir aussi de la matière organique qui va stagner sur l'eau et puis ça va donner des nutriments pour les nouvelles pelouses qui vont arriver. Et c'est pour ça que c'est toujours vert. Eh oui. En fait, la pelouse reste verte jusqu'à l'hiver. Ensuite, il neige, alors du coup, elle meurt. Et les couches se mettent les unes sur les autres. Et au printemps, du coup, la petite pelouse nouvelle jaillit. Ben, c'est ça, exactement. C'est le cycle en fait des tourbières d'altitude. Et puis là, tu es dans un milieu spécifique et tu vas avoir des plantes que tu vas retrouver ici uniquement sur le plateau du Couchon. Ah, c'est exceptionnel, hein. Regarde, et en plus, très joli. Là, tu marcherais, tu n'as plus besoin des chaussures. Maintenant, je peux les laisser là. Enfin, on ne va pas les laisser là, mais bon, on est bien. Hein. Puis tu sais, si le cycle de la potine n'était pas compliqué, j'en récupérerais un peu et puis je les mettrais dans mon jardin ou peut-être dans le salon. Oui, dans le salon. Ah oui, parce que là tu n'as pas envie de marcher quand tu arrives ici. Hein. Tu as envie de dormir, en fait. C'est vrai. Tu dormirais tout le temps sur le plateau du Couchon. Hein. Tu dormirais et tu découvrirais des fleurs et des plantes. Le rêve. Depuis 15 000 ans et le réchauffement climatique qui suivit la dernière glaciation, le cycle des tourbières se reproduit chaque année. Lorsqu'au début de l'été jaillit toute cette flore colorée et cette vie incroyable, le temps de quelques mois avant la venue des nouvelles neiges. Le plateau se transforme alors en un prodigieux jardin, gras et luxuriant, un petit îlot étonnant qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'île et où se concentre une faune merveilleuse attirée par la sérénité de l'endroit et cette manne de verdure. L'originalité de ce plateau suspendu tient en grande partie de sa genèse. Car issu des glaciers d'antan, il conserve les caractéristiques de la montagne alpine, de longs mois d'enneigement, des sols imbibés d'eau à la fonte des neiges, une végétation très basse, avec des cycles reproductifs courts. Et comme il est isolé du reste de l'île par de puissantes montagnes, il connaît un taux d'endémisme remarquable, près d'une espèce sur deux. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, tu vois, cet environnement, bon, ça me fait penser certes aux Galapagos, mais on va voir cette herbe bien rase, bien nette. On dirait un green, un fairway. Et les trous pleins de sable. Des bunkers de défense. Moi, ça me fait penser à un gigantesque golf. Le golf. Moi, je détruis tout. Ouais. Bon, on me dit souvent que j'ai une technique particulière. Un coup, je suis penché trop en avant, un coup, j'ai les fesses en arrière. Le swing. Ouais, le swing. Et puis bon, par contre, je fais tout au putter. Ah oui, ça, c'est une technique spéciale. Hein. Ah, tout au putter. Alors, d'abord, je regarde le sens du vent. Je regarde bien le drapeau. Après, départ, putter. Bloc en un. Ouais. Et je gagne tout le temps. Bien sûr. Bon, souvent, je me fais gronder. Parce que quand je tape la balle, j'arrache la motte. Tu fais des pitchs. Et ouais, mais bon, on m'a même surnommé Eugenia Lady Golf. Ah, il détruit tout. Qui vous y va? Bah, alors, Hein? c'est bon, la prochaine fois, on peut monter les clubs. Les clubs, non, ça c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Après, les autres, ils vont tous monter, ils vont taper des balles, il va y avoir des balles partout,
Et après, ils vont aller les chercher dans les genevriers. Oh. Eh ouais, ils vont aller fouiller là partout. Non, c'est pas une bonne idée. La chagore. Pourquoi tu montes là aux pieds nus? Tu vas t'abîmer les pieds? T'inquiète, là, je me fais brosser par la végétation. Et puis, tu sais, lorsque tu veux regarder les petites fleurs, les petites plantes, eh bien, il faut être sérieuse avec elles. Donc, il faut se mettre à l'intérieur du massif. Et là, tu peux mieux les observer. Encore une technique particulière. Hein. C'est vrai qu'elles font mal, hein, ces petites aiguilles là. J'en ai une plantée dans le pied. Non, bah tu m'étonnes, marcher comme ça dans les piquants pieds nus. D'habitude, le genévrier, il est souple. Là, il est pointu, là, avec ses aiguilles recourbées, il te rentre sous la peau, là. Aïe. Ah, ça fait Ça un pique. petit peu mal. Tu vois, aiguille recourbée, petit rameau, ça, c'est la caractéristique du genévrier nain, qu'on appelle Astrateo en Corse, ou Aspargo, là. Et le genévrier, on va le retrouver un petit peu partout, hein, l'étage subalpin, et ici sur le plateau du Couchon. Et donc, il fait partie intégrante de la lande à fructicénène. Alors, tu imagines qu'ici, le climat il est assez rude l'hiver. Il y a la neige, après la neige est fond, mais des fois, tu as un petit peu de sécheresse. Puis, tu as surtout le vent et le brouillard. Donc, les plantes qui vont s'installer là, elles vont s'adapter à ce climat. Et elle va se munir de piquants. Et elle va être toute petite, à ras le sol. Hein, regarde. Elle va se coucher sur le sol. Mais c'est marrant, je savais pas que c'était un conifère. Eh ouais, petit conifère de montagne. Moi, je connais surtout l'huile essentielle de genévrier nain qu'on utilise pour les troubles digestifs. Eh oui. Et puis aussi en cas de coupure, tu sais, ça nettoie et ça désinfecte les plaies. Ouais, c'est un désinfectant. Hein. Et puis les bergers, les gens qui vivaient en montagne, ils le faisaient brûler pour désinfecter les abris. Et surtout aussi, on faisait de l'encens pour éloigner les mauvais esprits des demeures. Et un désinfectant aussi pour les tonneaux, hein, les tonneaux de vin ou de vie, puisqu'on faisait bouillir le genévrier avec les baies et ensuite on badigeonnait le tonneau pour parfumer. Je savais pas ça. Il est beau, hein. Et puis regarde, à côté, ce qu'il y a de plus beau, c'est ça, hein, c'est la conite de Corse. Hein. Elle est magnifique et elle est unique. Hein. Elle est unique au monde et elle pousse qu'ici sur le plateau du Couchon. Que là, que à cet endroit. Ouais. C'est fou quand même, regarde comme elle est belle. Belle couleur, c'est marrant, on dirait des sortes de gueules de loup mauve. Hein. Elle n'est pas que magnifique, hein, parce que figure-toi qu'elle est très toxique. Celle-là? Oui, il ne faut pas trop la manipuler, on ne sait jamais. Hein, de toucher avec les doigts, après tu mets les doigts à la bouche. Pas très conseillé. En plus, elle est protégée, parce qu'elle est unique, et donc on n'a pas le droit de l'accueillir. C'est un poison alors? Oui, c'est un poison très puissant. Hein. Bon, on l'utilisait du moins autrefois, puisque les gens qui vivaient dans la montagne, il fallait trouver des remèdes à base de plantes toxiques, ils connaissaient les dosages, et donc ils se soignaient avec ça, notamment quand ils arrachaient des dents, tu sais qu'il n'y avait pas de dentiste à l'époque. Et donc quand tu arraches une dent, bien entendu, derrière, tu as un abcès qui se forme, et pour cautériser l'abcès, on mettait de l'aconite à l'intérieur de la dent. Waouh, et ça tuait la racine. Ouais. On va éviter de la toucher alors. Hein. Un poison très puissant qu'utilisaient aussi à l'époque les Celtes, hein, ils badigeonnaient leurs pointes de flèche pour flécher leur ennemi. Tu sais, en parlant d'usages médicinaux, il y a quelques dizaines d'années, il y a la fameuse Marcelle Conrad, la célèbre botaniste, qui est venue ici en Corse et qui a noté tous les taxons de plantes et de fleurs qu'elle a croisés sur son chemin. Et elle s'est beaucoup intéressée aux usages médicinaux des populations, les usages ancestraux. Et elle était montée un jour rencontrer un vieux berger sur l'Incoudine, donc pas très loin. Hein. Et le jour où elle est montée, elle a croisé le vieux monsieur, il avait quand même 80 ans, qui descendait en courant une pente très très raide. Il avait pris de l'aconite ou quoi? Non, il avait une blessure. Elle avait vu de loin, en fait, il avait une très profonde entaille sur l'avant-bras, une très très vilaine fente comme ça. Et du coup, elle est vite allée le voir, elle lui a dit, mais il faut aller en plaine pour se faire soigner, vous ne pouvez pas rester comme ça. Et lui, il lui a dit, ne vous inquiétez pas, je connais un remède qui existe dans ma famille depuis des générations. Là, il est allé dans sa bergerie et il a pris une sorte d'étoffe de coton qui avait été mouillée de lait de brebis pendant la traite. Et dessus, il y avait une espèce d'épaisse couche de moisissure qui s'était formée. Alors, il a pris son couteau, il a raclé cette moisissure et il a appliqué sur sa blessure. Et une dizaine de jours plus tard, ça formait une belle croûte et il était guéri. Comme quoi, la pénicilline, en Corse, elle existait bien avant que Flemming l'ait mis en évidence en 1929. Hein. Et c'est vrai qu'en montagne, généralement, tu as des remèdes avec pas mal de choses, des plantes, plein d'usages. Bon, bien entendu, il faut connaître les recettes, sinon, si tu ne les connais pas, tu peux y passer. Ouais, tu peux y passer, comme tu dis. C'est assez dangereux, il faut bien connaître les plantes. Et en tout cas, des aconites, il y en a partout sur le plateau, c'est magnifique. Et ça fait un contraste avec le vert des potines et le mauve. Allez! Voilà, il y a un petit peu de passage encore dans les épineux. Hein, mais bon. Pourquoi tu remets pas tes chaussures? Ça fait du bien. La souffrance, c'est bien aussi des fois. Hein. Là, c'est douillet. Hein.
passes pas par les épineux? Ben non, la souffrance c'est bien, mais avec parcimonie. Moi je vais traverser le plateau comme ça, pieds nus. C'est quand même mieux dans l'herbe, hein. À vous. Ah, ça dépend. Des fois c'est bien les picots. Chaud. L'herbe c'est mieux. Sur le plateau du Couchonne, on compte une centaine de plantes endémiques, c'est-à-dire des plantes qui ont évolué en vase clos, sans apport extérieur, et qui ont ainsi vu leur patrimoine génétique se différencier pour devenir unique. Pour les botanistes, le plateau est alors un réservoir de gènes uniques et de formules biochimiques nouvelles, dont on ne mesure probablement pas toutes les vertus. Car il est indéniable que de nombreux remèdes aux maux des humains se trouvent dans la nature, dans des bulbes ou des racines, dans des écorces ou des fleurs. Pour ces scientifiques, le plateau du Couchonne n'est pas qu'un jardin secret. Il est avant tout une fantastique réserve de biodiversité, un sanctuaire d'espèces exceptionnelles qui reste encore à découvrir et à étudier. Qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles? Oh, c'est quoi, des mouches? Il vaut mieux des mouches que des tsecs, hein. Oh. Ça me gratte. Ouf. Ah, oh, je crois que j'ai une tique. Regarde. Ah, oh non, oh, c'est une araignée. Oh, elle est moche. Avec ça, ça m'étonnerait. Pouf. Et dis Paul, la notion de passage dans les zones m'échappe un peu là. Mais ça, à chaque fois que tu vas en montagne, se jeter dans les zones, c'est obligatoire. Ah, on se jette dans les zones. Eh oui, parce que figure-toi, tu sais, la célèbre botaniste Marcel Conrad, elle disait toujours que les chiens qui étaient pleins de tiques, pour se débarrasser de ces tiques qui suçaient leur sang, il fallait les attacher dans une aulnaie 3 ou 4 jours. Donc moi, depuis que je viens en montagne, je rentre dans les aulnaie, je me jette et puis après je me badigeonne, tu vois. Ah, ça marche aussi sur les humains alors. Ah oui, non. En fait, justement, si tu as des poils. Ah. Oh. Oh là. Oh la bête. En montagne, on les laisse pousser. Oh non, quand même. Ah, c'est bien les poils. Oh. Ah, mais c'est pas drôle. Ça me gratte partout. Mais non. C'est sûr, j'en ai pas là. Mais tu n'en as pas, elles viennent pas. Où tu veux qu'elles arrivent? Oh, et puis des fois, ils se mettent là-dessous. Tu sais. Eh oui, parce qu'elles vont monter le long des jambes, vont se mettre dans les poils, et après vont aller dans les endroits secrets, sous les aisselles, et là, haleine. Et puis après, tu les enlèves plus. Hein. Il faut scruter, et quand tu en vois une, tu prends le briquet, pouf, le feu, et tac, tu les arraches. Sinon, tu peux attraper la maladie de Lyme si tu le fais pas bien. De Lyme. Ah oui. Mais non, mais faut faire attention, tu sais, près de la piqûre, si tu as une espèce de tache rouge pendant 2-3 jours, il faut consulter. Hein. Ouais, tu consultes tu prends rendez-vous avec un chaman. Ou alors tu as mieux, tu as l'aulne, hein, l'aulne odorant. Puisqu'avec son odeur, ça va être un répulsif pour les tiques. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut passer à l'intérieur. Ouais, ça sent bon, hein. Eh oui, et tu sais que des aulnes, il y en a plusieurs variétés. Il y a l'aulne glutineux, qui va coller, que tu vas retrouver sur le littoral, et qui monte à peu près à 500 mètres d'altitude. Et ensuite, tu as l'aulne cordée en forme de cœur. Lui va pousser très haut, le long des rivières. Et puis celui-ci, ou basse, ou l'aulne nain, qu'on appelle aussi à bassette, ici sur le plateau du Couchonne, et qu'on va retrouver un petit peu partout entre 1600 mètres et 2000 mètres d'altitude. Et c'est un arbuste qui va se retrouver avec les autres fructicénènes, comme le genêt de Salzmann ou le genévrier nain. Et puis tu vas le trouver à l'ombre et proche des rivières, et des petits ruisseaux et des potines. Lorsque tu regardes que tu es en haut de la montagne, tu vois tous ces petits arbustes verts, tu as vu la couleur, des fois c'est vert fluo. C'est qu'il y a le petit ruisseau en dessous. Et il y a le ruisseau ou la source, si tu as besoin d'eau, tu sais qu'il faut aller à l'intérieur des aulnes. Et oui, et en plus il va pousser côté, on va dire, nord, à Lubac. Ubac à glace. Lubac à glace. Oui, c'est un terme mnémotechnique. Ah oui, si tu Ubac veux. à glace. Du coup, c'est côté où il fait froid, c'est côté nord. Et l'adresse est au sud. Eh oui. Et les aulnes, tu les retrouveras vers le côté nord.
Et ouais. Mais c'est vrai qu'ils sentent bon. Hein. Et tu sais que les anciens, les bergers qui vivaient là sur le plateau du Couchouane ou ailleurs en montagne, ils l'utilisaient. Hein. Donc ils coupaient les branches qui sont assez souples et ils faisaient des cabanes d'aulne. Et puis des fois on faisait des paillasses pour dormir dessus. Ça, c'est un joli arbre aussi. Hein. Ça c'est un arbre qui pousse aussi à cette altitude-là. C'est le sorbier. Hein. Mais il a des boules rouges, non? Là, pas encore. Il y a quelques boules vertes, là, comme tu peux voir. Et puis avec ça, tu as la glace. Tu peux faire aussi des sorbiers. Sorbier ou sorbetière. Une glace, tu vois. Tu vois là maintenant. Bonbon, gelato caramelle. Allez, on refait un petit tour. Ah non, pas dans la zone encore. Il faut s'imprégner de l'aulne à bassette. Se badigeonner le corps. Non, plein de fesses. Bonbon, gelato caramelle. La bassette. Ah oui, c'est sec comme ça, on n'en aura jamais. La Corse est une montagne dans la mer. Et malgré une idée souvent répandue, sa végétation n'est qu'en partie méditerranéenne. Pour une bonne part, elle est montagnarde et alpine, se rapprochant davantage de la flore des Alpes ou du nord de l'Europe. Aux étages montagnards ou subalpins, les forêts sont rares, plutôt constituées en bosquets, sur les versants sud et le long des cours d'eau. Elles se partagent l'espace avec les prairies naturelles et les tourbières d'altitude, que l'on nomme en Corse les podzines, et qui sont des pelouses humides parcourues de ruisseaux. La dynamique de ces prairies gorgées d'eau découle de la période glaciaire, car lorsque les glaciers ont fondu il y a 15 000 ans, ils ont libéré de gigantesques quantités d'eau. La majorité de cette eau a dévalé les pentes pour se jeter à la mer. Mais dans certaines cuvettes, comme sur le plateau du Couchouane, une partie de l'eau a formé un vaste lac. Avec le temps, le lac s'est comblé de sédiments portés par le vent et une végétation adaptée au froid et à la montagne s'est développée sur les berges et les landes de terre. Progressivement, la prairie a envahi l'espace, tandis que le lac se transformait en un labyrinthe de canaux et de mares. Telle est la genèse de ce jardin gras et luxuriant, une histoire singulière qui explique à elle seule la particularité et l'unicité du lieu. Et le long de ces cours d'eau, on va quand même avoir une diversité de plantes assez importante. Hein. Regarde, on retrouve encore l'aulne nain. Celui-là, il est partout. Hein. Ouais, la conite, hein, le long des potines, le long des ruisseaux. Et puis là, regarde devant nous. Mais elle est belle la graisse. On dirait une grosse marguerite. Eh oui, ça fait partie de la famille des marguerites. Elle s'appelle la doronique de Corse. Alors sur notre île, on a deux doroniques, celle-ci et une autre qui s'appelle la doronique à grandes fleurs. Alors en fait, elle va se différencier de sa position, en fait, de son attrait écologique, puisqu'elles ne vont pas pousser dans les mêmes habitats. La doronique de Corse, elle va s'implanter le long des torrents et des cours d'eau de montagne, alors que c'est la grande fleur, les fleurs sont beaucoup plus grosses, elle va pousser là-haut dans les montagnes, sur l'étage alpin, dans les rocailles, les pierriers, les éboulis. Mais elle est vraiment belle, regarde la fleur. Elles ont la même couleur, si j'ai Ouais, c'est ça. Regarde les fleurs qu'elles ont. Magnifiques, hein, jaunes. Et de grandes feuilles. Ouais, des belles feuilles vertes, regarde ça comme elles sont grandes. Oh, regarde, il y a des petits boutons d'or à côté, ils sont jolis. Les boutons d'or, il y en a un peu partout, hein, regarde, elles se positionnent sur les berges des cours d'eau et des fois, elles vont rentrer directement dans l'eau. On les appelle aussi renoncules, hein, et des renoncules, il y en a toute une flopée. Il y a des espèces, tu en veux, il y en a des centaines. Ouais, elles sont jolies. Hein. Joli jaune, bien brillant. Ah ouais, ça brille au soleil, c'est magnifique. Il porte bien son nom. Hein. Ouais, le bouton d'or. Moi, je préfère la doronique, elle est bien plus grosse. Hein. Regarde ça. Elle impose à côté. C'est magnifique toutes ces couleurs. Hein. L'univers du tout petit.
Regarde ces petites plantes, comme elles sont bien ici, au bord des cours d'eau, tranquilles. Elles sont vraiment mignonnes. Hein. Ouais, dans un endroit paisible. Mais en fait, on ne prend jamais le temps de les observer. Elles sont tellement petites, il faut vraiment se mettre au ras du sol pour les voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais des fois, ils sont un petit peu embêtés. Les sandales qui arrivent. Non, 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 pas la sandale. Ah non, ça, j'aime pas. Hein. T'imagines la souffrance? Ah ouais, j'imagine bien. Oh, les pauvres. Ouais, les pauvres. Mais bon, là, ils sont quand même bien. Regarde, ça, c'est un petit colchique. Un colchique? Je crois que c'est un crocus. Et c'est à peu près la même chose. Hein. C'est beau, hein. Je crois qu'il est un peu plus orange, le crocus, à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, et puis ici, il est un peu plus rougeâtre. Et après, tiens, le lotier, tout jaune, il est beau. Hein. Il a une forme bizarre. Ouais, c'est vrai. Après, il devient rouge, orange, et après, il se meurt. Ouais, c'est celle-là ma préférée. Et là, tu as les petites pâquerettes blanches La toute petite. qui vivent sur les pelouses de montagne. Ouais, elles sont jolies, hein. Mais qu'est-ce qu'elles font dans la vie, ces plantes? Ben, elles sont là, hein. Elles sont dans un endroit tranquille. Elles discutent entre elles, parce qu'il y en a beaucoup, regarde là. Le tapis de petites plantes, de colchiques et de pâquerettes. Et puis, en même temps, elles participent à la vie des pelouses. Hein. Et puis voilà. Hein. C'est bien une plante, hein. Regarde, ça fait pas grand-chose, hein. Tranquille. Moi, j'aime bien faire la plante, je vais faire la plante. La belle plante qui s'endort dans son jardin des Pourquoi tu trouves que je suis une belle plante? Je rigole. Le pourpre des digitales, le violet des aconites, le jaune des gentianes ou des marguerites, le blanc des pâquerettes, le vert tendre des pelouses, le plateau du Couchionne est un vrai bouquet de senteurs multicolores. En même temps qu'il est un paysage fantastique de buissons, de touffes herbeuses et de trous d'eau, où viennent s'ébattre des troupeaux de chevaux en liberté, des vaches et des cochons, fuyant la sécheresse littorale pour la fraîcheur de la montagne. C'est un espace serein, doux et apaisé, empli d'une sagesse presque originelle qui ne peut laisser indifférents les hommes qui le traversent. Comme si ce plateau accroché aux nuages, suspendu entre les cieux et le monde des hommes, renfermait en lui une part divine, le souvenir d'un paradis perdu, le sentiment d'un émerveillement enfoui au plus profond de notre mémoire. Le plateau du Couchionne n'est pas qu'un espace remarquable, dédié à la nature et à sa capacité à se réinventer sans cesse, dans des formes et des compositions extraordinaires. Il est aussi une terre dédiée aux hommes que les sociétés d'antan savaient choyer. Ils étaient en effet des milliers autrefois, à s'élancer vers ce petit paradis préservé, perdu au milieu de la montagne insulaire. Des milliers à oser défier les reliefs ardus, à gravir les pentes d'éboulis, à franchir cette immense forêt de hêtres centenaires qui se dresse sur les flancs du Couchionne comme un dernier rempart, comme un écrin précieux. Paul et Karine cheminent sur cette ancienne voie de transhumance qui suit d'innombrables pistes à travers la montagne. Ils découvrent aussi ce monde façonné par les dieux, où chaque rocher, chaque arbre, chaque être semble animé d'une force surnaturelle, d'une étincelle féerique qui impressionne autant qu'elle émerveille. Elle est vraiment magique, cette forêt. Oh, c'est puissant, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Hein. Tu m'étonnes, regarde la taille des arbres. Ces êtres magnifiques, majestueux, les troncs, la largeur, les branches. Ici, c'est un peu mon chez moi. Et en plus, le hêtre, c'est mon arbre fétiche, celui qui me protège.
Tu sais pourquoi je dis que c'est magique? Non, vas-y. Regarde. Mhm. Regarde bien. Observe. Comment tu le sais? Bah, ça se voit, non? Ils sont tous différents. Ouais. Il n'y en a pas un pareil. On dirait qu'ils ont leur propre personnalité, on dirait presque des êtres humains. Ouais, ils sont magiques. Hein. Regarde dans la vie, tu prends 2 fleurs, tu les mets côte à côte. Ouais. C'est pareil, Des pratiquement, des sœurs jumelles. Tu prends des pins, on dirait une rangée de petits soldats. Ils sont tous pareils, des petites baguettes alignées. Alors que là, bah, c'est pas le cas. Ouais, tu ne sais peut-être pas, c'est qu'ici, sur le plateau du Couchonne, chaque pleine lune, eh ben, tous ces êtres eh ben, viennent converser et parler des problématiques de la forêt, et ce depuis la nuit des temps. Et dans ces forêts, le temps passe, Ouais. un arbre se couche. Et là, on peut dire que ben, lorsqu'un être disparaît, c'est un être qui meurt. Ouh. Mais ben, dis donc. Alors là, tu m'épates, hein. Tu as vraiment l'œil observateur. Hein. Ah, mais c'est toi, tu me dis toujours observe la nature. Moi, je t'écoute, hein. L'élève a dépassé le maître. Hein. Voilà. Alors là, regarde. Là, ça représente un vrai champ de bataille. Regarde tous ces bois, là, ces troncs, ces arbres. Regarde ce vieux seigneur allongé là. Ah, celui-là, ça fait quelque temps qu'il est là. Hein. Bah. Pop, 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 regarde. Ah, celui-là, je me le prends en mi-bio. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Un bout de bois? Ouais, ça ressemble. Hein. Ça, c'est une curiosité de la nature. C'est vrai que ça, c'est une partie ligneuse. Ça, c'est de l'amadou. De l'amadou. Eh oui, Ah, on c'est un champignon. oui, une sorte de champignon qu'on trouve principalement sur les hêtres et aussi sur les pins riches. Et attends, ça, c'était recherché à l'époque. Hein. Pourquoi faire? Et dès la préhistoire, parce que c'est un combustible pour allumer les feux. Eh oui, alors, il y avait tout un travail. Hein. Et puis moi, je me souviens, avec mon grand-père, il m'emmenait, on partait dans les montagnes à Vitsavone et chercher l'amadou. Et après, on le travaillait. Donc avec la hache, tu coupes la partie ligneuse, tu vois. Alors, toujours un couteau dans la poche, Fabé. Tu vois, là, ça, tu l'enlevais. Bon, avec le couteau, c'est difficile. Et après, tu gardes la partie chamois. Alors ça, il faut la travailler. Donc il faut la tremper, la faire bouillir dans l'eau, Ouais. à environ 4-5 heures. Et à l'intérieur, dans la marmite, tu mets aussi des cendres. Parce que dans la cendre, tu as une potasse qui va ramollir le cœur de l'amadou. Et en fait, tout ça qui est dur aujourd'hui, hein, bon là, l'arbre il est vieux, donc c'est dur. On le trouve sur d'autres arbres sains, c'est un peu plus mou. Et quand tu le fais bouillir, eh bien, ça devient très mou. Et après, tu découpes en lamelles. Ouais. Et après, tu fais sécher. Avec ça, tu allumes le feu. Et ouais. Puis ça me donne envie de fumer la pipe, moi. Oh. Ah oui. Parce que normalement, avec ça, tu allumes la pipe. Et bon, je sais pas s'il m'en reste. Mais dis pas que tu as la pipe là. Ah, je sais pas, je vais voir. Tu sais, dans les sacs, il y a un peu de tout. Enfin, attends, je l'ai oublié. Ah, mis la grille. Regarde, on avait les pipes en bois. Hop. Un peu de tabac, s'il m'en reste. Ça, j'ai sous mes billes, hein, on le ramène à la maison parce que j'ai fait la collection. Tu veux la collection d'amadou? Eh oui. Un petit peu de tabac. Tu crois qu'on rigole en montagne? Migampo. Et c'est vrai que l'amadou, tu en trouves un petit peu partout. Hein. Bon, après, ça se perd aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le ramasse. Hein. Bon, bah oui, c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Ouais, mais bon. Il y a plus simple pour allumer un feu. Hein. Ouais, mais bon, il y a le briquet. Ouais. Oh là là. T'es pas doué, hein. Voilà. Bon, allez. T'as pied à mon goûter. On y va. Ça y est, il est content. On continue. Ah. Ça sent pas très bon. Ah bah tiens, regarde ceux-là, ils se ressemblent. Ça, c'est le jumeau. Ibici. Alors, oui. Qu'est-ce qu'il parle? Putaccion, Nimi. Hop là. Il n'arrête pas. Oh. Pendant les consultes, on n'entend que. Pendant les consultes. De quoi ouais. vous parlez pendant ces consultes? On parle de beaucoup de choses, on réfléchit hein, sur l'avenir de la forêt. Et là, on se pose, on fume la pipe. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'humains, hein. Seuls quelques chamans. Et après, eh ben, on pense et après on avise.
J'ai plus l'habitude. Et tu sais que durant ces consultes, on décidait du sort de certains êtres. Mais c'est terrible. Eh oui, parce que les êtres étaient donnés aux hommes pour leur bois. Ah oui, c'est vrai qu'avant, les anciens l'utilisaient, à condition qu'il soit coupé à la bonne lune. Hein. Ouais, la vieille lune, ouais. Et le bois était très dur et aussi très facile à travailler. Alors du coup, ils faisaient des ustensiles de cuisine, Ouais, des bas pour les ânes et puis plein de meubles, plein de choses en fait. ouais, des manches pour les pioches, les haches. Eh oui, ils étaient sacrifiés. Mhm. Mais par contre, on ne demandait pas l'avis à la consulte d'utiliser les fruits, puisque les fruits étaient mangés par les cochons. Ouais. Ah oui, parce que c'est les fruits, les faines qui sont sur les arbres, eh ben, sont très gras, c'est oléagineux et ça donne du gras aux cochons. Mais par contre, il ne faut pas les laisser trop longtemps dans la hêtraie, parce qu'après ils deviennent trop gras. Et la charcuterie du coup est plus bonne. Elle est plus bonne et suinte trop, donc c'est pas bon. Donc les porchers de la région du Tarbes, ils devaient retirer les cochons à tout prix du plateau du Couchon où se trouvaient les hêtraies. Mais du coup, les hêtres n'en veulent pas trop aux hommes avec tout ça? Ben non, parce que la pensée des hêtres est bien au-delà de la pensée des hommes. Ah oui. Tu sais, un jour, j'ai rencontré un vieil homme qui avait une vieille âme. Et il me dit, Paul, un jour tu seras un sage. Et tu l'as cru? Comment? Il a dit mon prénom. Au cœur de ce plateau suspendu, des empilements de rochers spectaculaires forment des lignes de crête incroyables. Des amoncellements titanesques qui ressemblent à de vastes éboulis. Peut-être s'agit-il d'anciennes constructions monumentales, effondrées par le temps ou l'oubli. Peut-être s'agit-il de vestiges datant des premiers balbutiements de notre monde, de cathédrales originelles, abandonnées des dieux, de châteaux célestes à jamais désertés. Il règne sur ces cimes une étrange plénitude, comme si le temps s'était figé. Tu dis rien? Non. Ben. Il est dit que les diables et les dieux s'asseyaient comme nous, comme ça sur des promontoires rocheux, et qu'ils jugeaient du sort des hommes. Ouais, ça c'est bien vrai, parce que si les hommes et les humains se comportaient mal avec la nature, là il fallait faire attention, parce que les dieux, ils leur envoyaient des pluies torrentielles et du vent, des tempêtes, et aussi la foudre qui s'abattait sur eux et qui les pétrifiait à jamais. Ils avaient quand même sous leurs yeux un décor assez incroyable. Hein. Et fantastique à la fois, regarde ça, ces blocs de granit là. Qu'est-ce que c'est beau, on dirait un décor de film. Ah ouais. Ces rochers là, on dirait des murs de château effondrés par le temps. Hein. Ou alors c'est la colère des dieux, les dieux qui se sont énervés, qui ont tout renversé par terre. Ouais. Et oui, et c'en est fini du temps où les bergers intrépides et les troupeaux parcouraient ce plateau suspendu en toute liberté. Et là, les bergers évoluaient au plus près des dieux, hein. Ah ouais. Ouais, sur ces montagnes escarpées. Et c'était ici jadis le royaume des bergers de Corse. Beau royaume. Et toi, si Quoi? tu étais une déesse, qui tu serais? Diane. Aphrodite. Non, Diane, Ah. la déesse de la chasse. Moi, je serais Eros, le Oh. dieu de l'amour. Ah, ça m'étonne pas. Hein. Ouais. Je me mettrais bien un petit humain sous la dent, là, tu vois. Voir s'il a fait des bêtises, tu vois. Ou s'il a fait de bonnes choses. Un chenimo, hein. C'est bien calme. Depuis que les bergers sont partis, on n'a plus rien à croquer, là. Ah là 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 là. Et même les diables et les dieux qui sont partis. Ils ont quitté le plateau du Couchon. Et oui, Paul, le constat est saisissant. Ce merveilleux monde, enserré de puissantes murailles, est désormais un lieu abandonné de tous. Celui qui était autrefois sacré et vénéré comme un jardin secret au centre de la Corse est aujourd'hui une vaste solitude. Cet Éden secret, lieu d'abondance et de refuge, cette oasis de fraîcheur dans l'aridité rocailleuse des sommets de l'île, dont nul visiteur ne peut soupçonner l'existence lorsqu'il regarde, depuis le rivage, la haute montagne insulaire, a perdu son âme et sa raison d'être au fil du temps.
comme un jardin en friche que les mauvaises herbes recouvrent, comme une terre désespérément inutile, repoussée en moins d'un siècle à la périphérie du monde, à la marge de la société. En ce sens, le Cauchionne mérite bien son appellation de Galapagos corse, lui qui partage avec cet archipel oublié un isolement total, lui qui est un îlot de curiosité dans un océan de roches, lui qui nous interpelle dans notre conception même de la temporalité, de la distance qui nous sépare de Dieu.